Et donc, on remercie Olivier Desangles qui va donc nous parler d'hypnose, d'auto-hypnose, de relaxation, de musicothérapie. Juste avant que tu commences, je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire à la fin de l'intervention, puisque c'est la fin de la journée. Je tenais à vous remercier d'avoir été si nombreux aujourd'hui. Et je tenais aussi parce que beaucoup d'orateurs vont partir, à remercier très chaleureusement tous les orateurs qui se sont donné du mal pour vous présenter les topos de cette journée. Donc oui, j'aimerais bien qu'on les applaudisse. Et Olivier Desangles, avant que tu aies présenté, tu es déjà applaudi. Merci. Je suis anesthésiste réanimateur à la clinique Saint-Pierre, je suis algologue et hypnothérapeute. Pour faire cet exposé, il m'a fait faire des choix. Et c'est par l'influence de l'esprit sur notre corps que je débuterai ce sujet et qui me servira de fil conducteur tout au long des propos que je vais tenir. Je commencerai par la phrase tirée d'un livre de Michel Deblanc qui travaille à l'INSERM, à l'Institut Cerveau et Moelle Épinière de la Pitié-Salpêtrière, où il écrit « Les sensations, les émotions et les pensées générées par le cerveau modifient la structure et le fonctionnement cérébral lui-même. Et à partir de quelques exemples, je vais vous montrer que ce qu'il dit est vrai. » Grâce au développement des neurosciences et de l'imagerie cérébrale, on a pu mieux comprendre comment fonctionnait notre cerveau et comment on pouvait, par la pensée, modifier tant la structure que son fonctionnement. Je vais prendre un premier exemple qui peut paraître lointain pour certains. Il a été observé avec l'imagerie cérébrale que les chauffeurs de taxi londoniens avaient la structure qui servait à gérer la mémoire et l'orientation spatiale plus développée que de la population générale. C'est le professeur Eleanor McGeer qui l'a mis en évidence. Il faut savoir que les chauffeurs de taxi londoniens ont une formation de 2 à 4 ans pour apprendre le plan de Londres et ses environs par cœur et de pouvoir se déplacer d'un endroit à un autre, y compris lorsqu'il y a des travaux, des déviations, et ainsi de suite. Donc, le cerveau travaille comme les muscles d'un athlète entraîné. Un autre exemple peut-être plus percutant, c'est l'exemple de ce patient. Pendant 10 ans, pendant mes études d'anesthésie et réanimation, j'ai fait de la recherche dans un service de spectro-RMN en résonance magnétique au phosphore P31 sur les maladies neuromusculaires à la Timone à Marseille. Et nous travaillions à l'époque avec ce service de neurologie à la Timone adulte. Le cas de ce patient montre que le cerveau résiduel, que l'on voit ici à gauche, est constitué principalement de liquide céphalorachidien, d'eau, si vous voulez, qui est en petite quantité dans le cerveau normal, à droite. Un cerveau normal comprend 100 milliards de neurones, de cellules, et chaque neurone est connecté à 10 000 autres cellules cérébrales. Ce patient de 43 ans s'est présenté en consultation. Elle avait comme simple trouble des troubles visuels et des troubles de l'équilibre. Il avait 43 ans, marié, père de plusieurs enfants. Il avait un métier et une vie sociale tout à fait normale. Ça veut dire que le cerveau a des capacités, comme dans l'exemple précédent, de neuroplasticité, de plasticité cérébrale quand vous avez des cellules qui sont altérées dans un sens. Les autres sont capables de prendre le relais et d'assurer des fonctions que normalement, elles n'étaient pas faites pour ça au départ. Et ces qualités de neuroplasticité peuvent être utilisées tout à fait à bon escient pour améliorer notre bien-être au quotidien, surtout lorsque notre bien-être peut être bouleversé par une pathologie comme une maladie néoplasique. Il existe beaucoup de techniques psychocorporelles que moi j'appelle soins de support ou soins de confort parce qu'ils ne remplaceront jamais les traitements conventionnels, comme le dit le docteur Ellis, dans la prise en charge d'une pathologie aussi importante que la maladie néoplasique. Alors, j'ai mis en premier l'hypnose médicale parce que je suis peut-être mieux placé pour en parler que pour les autres formes décrites ici. J'ai parlé de méditation, de musicothérapie, je vous dirai pourquoi.
Et il existe d'autres techniques, neurofeedback, art-thérapie, et des activités physiques adaptées, comme le yoga. Et un petit mot sur l'escrime, parce que dans les PO, nous avons la chance d'avoir un maître d'armes, Jean Turat, qui a ouvert des cours pour les patientes qui ont été atteintes d'une pathologie du sein, pour leur faire travailler le bras du côté duquel le sein a été opéré, et il a des succès qui sont exceptionnels, et je lui tire mon chapeau. Toutes ces techniques ont un point commun. Un point commun. Ces techniques permettent et invitent le patient à se mettre au temps présent, plus par ses sensations corporelles que par ses émotions. Avant d'aller plus en avance sur ces techniques, je voudrais quand même faire deux rappels. Un rappel sur le stress et sur la douleur, pour pouvoir introduire ce que je vais développer par la suite. Lorsque vous avez un stress ou une douleur, vous avez une partie dans le cerveau qui est la composante qui va intervenir sur la composante émotionnelle de la douleur ou du stress, et qui va entraîner un message faisant faire sécréter des hormones de stress au niveau de deux petites glandes qui se trouvent en haut des reins, qu'on appelle les glandes surrénales. Ces hormones de stress, vous les connaissez, vous en avez entendu parler, ce sont le cortisol et l'adrénaline. Elles ont comme effet d'accélérer le cœur, entraîner une tachycardie, et de faire monter la tension artérielle et d'être responsable d'hypertension artérielle en partie, enfin, pour une part de leurs effets. C'est intéressant en cas de stress aigu, ça permet au corps et à l'individu de réagir à un danger, c'est-à-dire de combattre ou de fuir. Mais il existe des situations qui se prolongent dans le temps et qui vont générer ces sécrétions en permanence de cortisol, d'adrénaline, qui vont au minimum entraîner un mal-être et au maximum des problèmes de santé. Et c'est intéressant, à partir de ce moment-là, de connaître des techniques pour juguler ces effets d'hypersécrétion inappropriée de ces hormones de stress. Un des effets qu'on pourrait évoquer, c'est la cohérence cardiaque. En gros, en respirant à raison de 6 cycles par minute, sur 3 minutes, vous allez réguler votre fréquence cardiaque. Quand on dit au patient votre fréquence cardiaque est à 60 battements par minute, ça veut dire que c'est une moyenne. En gros, il n'existe pas une seconde entre chaque battement, mais une seconde, une ou 0,9 secondes. Sur le dessin sur le schéma qui est là, au milieu, je me suis enregistré avec un logiciel que je mets à disposition de mes patients pour montrer que si je respire et je fais du calcul mental, par exemple difficile, mon cœur va avoir des effets anarchiques. Il va entre deux battements cardiaques, ça peut aller de 60 à 110. Si je fais un exercice de respiration à 6 fois par minute, mon cœur va se ralentir et va osciller entre 60 et 70. Et il va y avoir harmonisation entre le cœur et le système respiratoire, et je diminue de ce fait la sécrétion d'hormones de stress. C'est quelque chose qui est très ancien, qui est connu depuis l'Antiquité, qui est utilisé dans des philosophies asiatiques, qui était utilisé au Moyen-Âge lors de récitation de prières, toujours rythmée sur l'expiration. Et c'est une technique qui a été réactualisée par les Canadiens David O'Hare et par David Servan-Schreiber. On peut le faire sans logiciel, bien sûr. Les effets de la suggestion et des placebos. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais là, le temps nous est compté. Il est possible de moduler, de diminuer une sensation douloureuse de l'ordre de 30% en contrôlant la partie émotionnelle de la douleur qui se trouve au niveau en arrière de notre front. Soit par placebo, par effet placebo, c'est-à-dire je prends un médicament qui est censé être efficace pour la douleur, rien que d'être convaincu qu'il est efficace, il agit déjà sur une autre partie du cerveau que sur les centres somatotropes de la douleur.
On peut également diminuer la douleur par suggestion, qu'elle soit consciente ou dans un état de veille modifié, comme l'hypnose, ou par méditation. On a fait une expérience lorsque je faisais des cours sur l'hypnose dans le cadre de la douleur aiguë. En hypnose, on nous faisait couler de la cire liquide chaude sur un avant-bras que nous avions mis protégé, soit par une crème protectrice, soit en imaginant qu'on avait mis de la neige dessus auparavant. On sent une sensation chaude, mais sans réaction vasomotrice autour. On refait l'exercice en dehors de la transe hypnotique et la sensation de brûlure est beaucoup plus forte et il existe des signes de brûlure du premier degré. Donc, ça veut dire que nous avons la capacité en nous de moduler des sensations déplaisantes. Pour aller dans le même sens que Mme Rouir tout à l'heure, il y a une autre composante importante qu'il faut souligner lorsque l'épreuve de la maladie survient. Lorsque l'annonce de la maladie arrive, que ce soit l'épreuve elle-même ou l'expérience vécue qui font éruption dans notre vie, cette annonce survient comme un coup de tonnerre, annonçateur d'orage, de tempête, dans un ciel plus ou moins serein du fait des aléas de la vie. Il signe souvent également un arrêt brutal et inattendu qui faisait jusqu'à ce jour notre quotidien, effondrant beaucoup de repères, de projets, d'espoir, et l'aiguille de la boussole s'affole et ne parvient plus à indiquer le nord. Ces épreuves éprouvées peuvent engendrer non seulement une transe négative, un mauvais rêve éveillé, mais également une distorsion du temps, où le temps présent est comprimé, laminé, broyé entre un passé regretté, des fois idéalisé, comme on l'a vu, et un futur redouté. Et ces regrets amers d'un passé révolu, et l'anticipation anxieuse d'un futur non souhaité, incertain, dans lequel il ne paraît plus possible de se projeter, accentue la souffrance dans toutes ses dimensions. C'est pour ça que le recours à différentes techniques, que je qualifie donc de soins de confort, que d'autres appellent techniques psychocorporelles, ou d'autres que vous verrez dans des revues ou sur vidéo, vous verrez, ils parleront de médecine corps-esprit. Moi, j'aime bien le terme de soins de support. Permettre aux patients d'apprendre à se mettre au temps présent, de rendre ce temps présent existant et signifiant, lui donnant un sens, de faire grandir les moments où ça va mieux et de porter attention sur les parties saines du corps afin d'éviter aux patients de s'identifier à sa pathologie et encore moins de se réduire à elle seule. J'espère être clair dans mes propos. L'hypnose. Il y a 20 ans, les papiers qui sortaient sur l'hypnose se comptaient par dizaines. Il y a 10 ans, ils se comptaient par centaines et actuellement, ils se comptent par plusieurs milliers. J'ai juste mis ces titres-là pour vous montrer que les équipes sont mondiales, pluridisciplinaires. Ils travaillent également maintenant en comparant des méta-analyses. Et j'ai beaucoup de documents à faire passer pour ceux que ça intéresserait ou en bibliographie dans certains livres. Alors, l'état hypnotique en lui-même n'est pas... L'hypnose, si on parle d'hypnose, ça ne veut rien dire. C'est comme si je vous parlais de vélo. Est-ce que c'est une pratique? Est-ce que c'est un objet? Est-ce que c'est une discipline? Est-ce que c'est Et l'état hypnotique, c'est pareil. L'état hypnotique, c'est un phénomène physiologique, spontané, involontaire, automatique, qui est vécu plusieurs fois par jour et qui a été déclaré comme tel par Liebo et Bernheim dès 1889. On a tous vécu la transe du quotidien. Lorsque nous conduisons notre voiture, que nous pensons à des tas de choses, une partie de nous sommes présents dans la voiture et une partie de nous va s'évader pour penser à autre chose, quelle que soit la tâche répétitive, habituelle que l'on fait. L'hypnose n'est pas en elle-même intrinsèquement thérapeutique. C'est la rencontre avec un professionnel de santé formé à cela qu'on va pouvoir arriver à des résultats. Souvent, l'hypnose thérapeutique médicale est d'inspiration ericksonienne. Milton Erickson était un psychiatre né en 1901 et mort en 1980. C'est de lui que découlent beaucoup de travaux
Et c'est grâce à son immense héritage que l'hypnose thérapeutique a repris ses lettres de noblesse il y a quelques années. L'état hypnotique favorise un état de conscience modifié, un rêve éveillé. La personne garde son libre arbitre et on ne lui fait pas faire n'importe quoi. Le professionnel de santé va être une personne qui est formée à ça, il travaille dans son domaine de compétences et il est bienveillant et a une éthique pour utiliser l'hypnose dans son domaine de compétences. Le but est de stimuler nos apprentissages antérieurs et au vu de ce que je vous ai montré auparavant, notre cerveau a emmagasiné beaucoup d'apprentissages, tellement qu'on a oublié qu'on a appris à marcher, on a appris à lire, on a appris à écrire. Alors, je vais passer rapidement sur cette diapositive qui n'apporte pas grand-chose autrement que plusieurs structures sont mises en jeu, bien sûr, lorsque le patient est en état de transe hypnotique. Je voudrais rendre hommage à deux personnes qui ont beaucoup œuvré pour le développement de l'hypnose en milieu médical et principalement en oncologie. C'est le professeur Eva Bania, donc de Hongrie, qui a commencé ses travaux en hypnose et en oncologie depuis les années 80. Peut-être que la barrière de la langue a peut-être limité sa divulgation de ses travaux. J'ai eu la chance de la voir plusieurs fois en congrès et les résultats qu'elle diffuse sont surprenants et ils seront en partie repris sur la fin de cet exposé. La deuxième personne est d'abord plus facile, c'est le professeur Marie-Elisabeth Fémonville du CHU de Liège qui a introduit l'hypnose au CHU. Elle a à son actif, je crois, 9000 personnes opérées sous hypnosédation. Elle a participé également à un livre qui est très bien fait sur l'accompagnement par l'hypnose des patients tout au long du parcours de soins en oncologie. En gros et en résumé, quels sont les apports de l'hypnose médicale dans le parcours de soins en oncologie? En préopératoire, bien sûr, il y a une diminution du stress et une meilleure gestion de la douleur. Quand je parle de cicatrisation, les études montrent que la cicatrisation se fait mieux, plus rapidement, que les redons donnent moins, y compris l'écoulement de lymphe lorsqu'il s'agit de chirurgie pour le sein. Pour la réalisation d'un geste invasif, le stress et la douleur sont mieux contrôlés par le patient. Les effets de la chimiothérapie, en particulier digestifs, sont amoindris. Et ce qui est étonnant, c'est que les études portant sur des populations de plus de 100 cas montrent que l'hypnose arrive à peu près au même niveau d'amélioration que la musicothérapie dont je vais parler juste après. Et il existe également une immunomodulation. Il y a un maintien, voire une élévation des lymphocytes. Et ça, on ne sait pas encore à quoi cela tient. L'hypnose, bien sûr, pour les personnels qui sont formés à l'accompagnement en soins palliatifs, c'est très important pour le confort et la qualité de la relation avec la personne concernée. Et après les soins, ils peuvent avoir un effet positif dans ce qu'on appelle le coping, qui est l'adaptation et la réadaptation à la vie. On a vu la vie du quotidien, on a vu comme c'est difficile parce que tout n'est pas communicable, même à son entourage proche. Et l'hypnose ou le MDR ont également un rôle à jouer lorsque la maladie a été pour la personne un stress qui s'est transformé en stress post-traumatique. L'hypnose en oncologie pédiatrique a également sa place de choix. On a remarqué que l'alliance thérapeutique était bien meilleure, que les enfants avaient une réceptivité meilleure que les adultes, avec comme corollaire une diminution des effets secondaires et une capacité à se mettre en auto-hypnose pour faire des gestes par eux-mêmes. La pose de sonde d'alimentation, par exemple, ou pour subir une ponction lombaire, par exemple. Et par rapport à un diaporama que j'aurais pu faire l'année dernière, je n'aurais pas mis cette dernière phrase, inclure les parents et la fratrie, parce que c'est sur les derniers congrès mondiaux, le dernier congrès mondial de Montréal cet été, c'est là-dessus que les praticiens ont insisté. C'était de faire participer
les frères et sœurs des enfants malades et les parents pour une meilleure coopération, une meilleure alliance thérapeutique et un meilleur vécu de ces épreuves traversées. En règle générale, les soins de confort ont bien sûr le mérite de redonner du pouvoir au patient, de le rendre actif tout au long de son parcours de soins et par la suite de percevoir et de ressentir les effets bénéfiques d'un travail intérieur fait par lui-même sur lui-même. Alors, la musicothérapie, je ne suis pas un grand spécialiste, même si j'adore la musique classique. Il sort des études quelques éléments qui ont tous en commun les items que j'ai mis sur cette diapositive. Il me reste 6 diapos, c'est bon pour le timing ? Quelle que soit la musique, qu'elle soit pratiquée ou écoutée, ont les mêmes vertus. Par activation des circuits dopaminergiques qui sécrètent donc les hormones du plaisir et de la récompense. Une seule condition pour que le cerveau accepte la musique, c'est l'harmonie des sons. C'est quelque chose d'important. Et par l'harmonie des sons, c'est pour ça que toute musique n'est pas forcément adaptée à cette période, surtout en cours de chimiothérapie. On a remarqué qu'ils avaient donc de meilleurs résultats sur les nausées-vomissements. Ça a augmenté également l'empathie, la compassion, probablement par l'intermédiaire des neurones miroirs. Je n'ai pas le temps d'en parler davantage. Ça améliore les ressources neuronales, ça améliore les connexions entre les cellules cérébrales. Et ceux qui persistent à écouter de la musique, comme les musiciens qu'on a fait toute leur vie, qu'on a écouté tous les jours, il semblerait que le vieillissement cognitif se fasse mieux. Et il y a également une meilleure réadaptation après la période des soins. C'est ce dont je parlais du coping. Une petite parenthèse pour parler de la musique. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les bruits blancs. En néonatologie, on utilise des bruits blancs qui sont en fait un mélange de sons où toutes les fréquences audibles de l'oreille à même intensité sont proposées à des enfants prématurés pour faire des soins. Et les bruits blancs, vous les connaissez au quotidien. Pour vous, ils sont plus ou moins désagréables. C'est le bruit que fait un sèche-cheveux ou que fait un aspirateur. Et bien, dans certains services de prématurés, on s'en sert pour opérer des enfants dont le cerveau immature et les poumons immatures ne permettraient pas d'utiliser des drogues puissantes comme on l'utilise chez les adultes pour faire une anesthésie. Et il arrive qu'on puisse faire des cures de hernie inguinale uniquement sous anesthésie loco-régionale et en faisant écouter des bruits blancs à ces petits bébés. Il y a une variation de la fréquence cardiaque, même si on sait que le débit cardiaque est dépendant de sa fréquence. Il y a également une variation de l'électroencéphalogramme, un peu comme lorsque l'enfant s'endort naturellement. Et on va arriver à la méditation, ou les méditations en oncologie, et peut-être par provocation, j'ai mis un exemple hors du commun que peut-être vous avez reconnu, qui est le docteur Mathieu Ricard, qui est un méditant très entraîné, qui a écrit des livres et qui travaille également avec un des instituts de l'INSERM à Paris, dans le service cerveau et moelle épinière. J'ai mis plusieurs types de tracés électroencéphalographiques pour vous donner une idée. La deuxième, en partant du haut, la ligne θ, c'est l'état neurologique dans lequel le patient en état d'hypnose a son activité électrique. L'activité gamma, c'est celle que Mathieu Ricard, par concentration et par méditation, arrive à faire de façon consciente et volontaire. Il y a une activation exceptionnelle de son activité neuronale, telle qu'on peut l'observer dans les processus d'attention soutenue. On n'est pas tous Mathieu Ricard, mais on peut au quotidien s'y former. Cette diapositive ne me plaît pas tellement parce qu'elle est artificielle. La classification est artificielle parce qu'il existe des méditations d'inspiration religieuse ou spirituelle, d'autres laïques, et d'autres qu'on peut associer à des activités physiques en mouvement. Nombreux sont les livres français qui parlent de ces différentes techniques
Et encore plus nombreux sont des livres traduits d'auteurs étrangers. Mais je pense que dans la salle, vous les connaissez tous en grande partie. Bon, en français, c'est bien sûr Christophe André, le moine bouddhiste Mathieu Ricard. Il y a le philosophe également Fabrice Midal et bien d'autres. En langue étrangère, il y a bien sûr les écrits transcrits du Dalai Lama, de Thich Nhat Hanh, un Vietnamien, John Kabat-Zinn, qui est un Américain qui a travaillé sur la pleine conscience, et un de ses collaborateurs, Mark Williams. Cette photo-là, c'est pareil, je me suis posé la question de savoir si j'allais la présenter. Oser présenter la méditation en une diapositive, ça me paraissait assez culotté, mais je l'ai fait quand même. Lorsque la méditation est une pratique qui est simple, mais qui n'est pas facile, et lorsqu'on commence la méditation, on pourrait commencer de cette façon-là. Au calme, on s'installe confortablement, tout en observant notre respiration, nos mouvements inspiratoires, nos mouvements expiratoires. Et on va prendre conscience que notre cerveau est agité par une logorrhée, par un chahut mental, qui vient parasiter notre relaxation, si je peux dire. On va prendre conscience de ce flux de pensée et on va les laisser filer, un peu comme un observateur observer de loin le flot incessant de voitures qui se suivent sur une autoroute, pour se recentrer sur sa respiration. Et à chaque fois qu'il va être distrait par ces flux de pensée, s'en éloigner, se dire que ce n'est pas lui, ce ne sont que des pensées, et ne pas s'accrocher plus à l'une qu'à l'autre. On peut commencer à faire ces techniques pendant 3 à 5 minutes et augmenter avec le temps les séances si ce type de travail vous convient. Avec l'entraînement, les papiers qui sortent sur la méditation, et elle est de plus en plus utilisée dans les services de soins au long cours, que sont les établissements psychiatriques, ou les services de douleurs chroniques, ou les services d'oncologie. Il y a un apaisement physique et psychique ressenti au bout de quelques semaines. Il y a une meilleure tolérance aux émotions négatives, un meilleur contrôle des mécanismes de rumination mentale qui abîment notre présent en pensant à notre passé. Ça nous aide à mieux nous concentrer et à détacher nos pensées et nos jugements d'un mécanisme automatique. Tous ces petits changements vont améliorer imperceptiblement notre qualité de vie. Mais quel que soit le discours que je vais vous tenir, quelles que soient les diapos que je vous présenterai, rien ne pourra remplacer une expérience éprouvée par soi-même intérieurement. En avant-dernière diapo, bien sûr que la méditation est arrivée dans certains services d'oncologie, notamment à l'Institut Gustave Roussy depuis 2013. En 2017, 10 hôpitaux en France l'utilisaient, principalement en séance collective, parce que c'est une technique qui s'y prête bien, qui est bénéfique pour les patients et les personnels, et l'augmentation des publications scientifiques vont dans ce sens-là. En conclusion, les soins de support, quels qu'ils soient, me paraissent profitables aux patients, à l'entourage proche et aux équipes soignantes. J'ai personnellement une centaine de patients avec qui j'ai travaillé et le nombre de retours positifs m'a encouragé à continuer parallèlement mon activité principale. Je crois que le choix d'une technique est fonction de plusieurs paramètres. D'abord le feeling. Tout le monde ne va pas se lancer dans l'une ou l'autre des techniques. Peut-être que la musicothérapie, c'est peut-être celle qui est peut-être la plus abordable. J'avais oublié de dire une chose sur la musicothérapie, c'est qu'il faut éviter les musiques qui chevauchent des éléments de notre vie commune, qui ont marqué des événements heureux ou malheureux. Il faut prendre des musiques neutres, ou bien des musiques, des sons qui sont issus de la nature. C'est mieux, c'est neutre, et ça permet à l'esprit d'être plus apaisé. L'intérêt des personnels à s'y former, bien sûr. Alors, le moment du parcours de soins est important. On ne va pas peut-être proposer à faire de la méditation seul à quelqu'un à qui on vient d'apprendre l'annonce d'une maladie et d'un parcours à venir.
Peut-être que l'accompagnement d'un professionnel de santé est à ce moment-là utile pour partir du bon pied. Bien sûr que les personnels de santé, s'ils s'y forment, ils peuvent être de meilleurs accompagnants et ils se font du bien aussi à eux-mêmes. Et un espoir pour notre département, peut-être que des programmes de séances collectives dans les plus grosses structures hospitalières, qu'elles soient privées ou publiques, dans les mois ou les années à venir, ce sera une bonne chose pour tout le monde. Je vous remercie pour votre attention. Merci Olivier Deslangles pour cette approche de soins de support concernant l'hypnose qui est de plus en plus étayée sur le plan scientifique, qui est mise en œuvre aujourd'hui et qui bénéficie à beaucoup de nos patients et qui apporte un plus dans les soins de support sur la prise en charge parallèle au traitement du cancer. Est-ce qu'il y a des questions Oui. Ah oui. Pardon, docteur, est-ce que vous avez un cabinet en ville et où peut-on vous consulter? Je consulte parallèlement sur mon temps libre. Après des semaines bien chargées d'anesthésie-réanimation, il faut passer par le secrétariat de consultation des anesthésistes de la clinique Saint-Pierre. Et il y a également d'autres praticiens qui pratiquent l'hypnose, aussi bien dans les cabinets de psychologie que j'ai un confrère, le docteur Meriem, qui également exerce en ville. Donc il faut s'adresser préférentiellement à des professionnels de santé qui sont formés pour ça. Merci. En tant que malade, je voulais remercier tous les cancérologues qui se trouvent ici. Ce sont des êtres exceptionnels. Je voudrais féliciter toutes les infirmières. Françoise Escapa, qui par téléphone nous joint très souvent et en caractère formidable. Et félicitations à la psychologue pour son exposé. Félicitations au président et au docteur Slimane, Catala et Comé. Voilà, mais c'est très gentil, merci beaucoup. Oui, une question. Attends, Olivier. C'était par rapport à la prise en charge financière. Parce que le problème qu'a l'hypnose, c'est super. Moi, je vois sur des personnes de mon entourage qui peuvent se l'offrir, le bénéfice que ça fait, mais malheureusement, ça revient très cher. Il n'y a pas de cotation, prévue par la Sécurité sociale sur l'hypnose médicale faite en cabinet. Elle est faite dans le cadre de notre spécialité, c'est pour ça qu'il ne faut pas dépasser son cadre de compétences. Moi, je me limite aux préparations des patients en chirurgie et au niveau de la douleur. Il existe des hypnothérapeutes formés en ville qui ne sont pas issus du monde de la santé, qui travaillent comme des praticiens privés, si je veux dire, et qui n'ont aucun contact avec la sécurité sociale. Ça n'empêche pas certaines personnes de payer 40 ou plus, 40 € ou plus pour 30 minutes. Moi, je demande une consultation d'anesthésie pour 1h30, voire 2 heures. Il y a des gens dans la salle qui pourront le témoigner. Merci. Excusez-moi, quand vous parlez d'une consultation d'anesthésie, c'est dans le cadre de la douleur? Dans le cadre de la douleur, dans le cadre d'une consultation préopératoire, oui. Je vous dis ça parce que moi, je pratique l'hypnose dans le cadre d'une perte de poids pour diminuer les risques de récidive dans les cancers du sein, puisqu'on a parlé quand même dans l'alimentation, l'obésité, c'est quand même... et l'absence... Bon, ben, je règle 60 €, hein. C'est bien moi qui ai fait ce choix. Je n'ai pas eu d'information. Peut-être que ça changera avec le temps. Ça veut dire qu'on sait très bien que l'obésité est un facteur de récidive et facteur de risque que vous pouvez mesurer, mais la seule route où j'ai perdu du poids, ça a été en hypnose, malgré 20 ans de diététique, de comportement, de prise de conscience et tout ce qu'on fait. Donc c'est quand même un peu dommage, effectivement, qu'on puisse accéder que lorsqu'on a mal et dans la prévention, pas. Non, mais on aimerait bien qu'il y ait une cotation pour pouvoir rembourser sans faire ce bricolage. C'est un peu... La nomenclature évoluera peut-être. C'est sûrement un peu difficile. Comme toute activité qui prend beaucoup de temps, qui est peu rémunératrice, ça n'attire pas forcément les praticiens qui ont des semaines très chargées.
comme moi je l'ai fait par le passé, d'ouvrir le cabinet le samedi matin ou le samedi après-midi, mais quand l'urgence l'exige, quand les patients sont demandeurs, que les praticiens sont demandeurs, on le fait quand même, voilà, pour le patient. Merci beaucoup Olivier Desangles, c'était très, très intéressant. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous tous d'avoir participé à ces journées. Pour ceux que ça intéresse, il y aura toutes les vidéos en ligne sur le site du réseau Oncopéo, des présentations de cet après-midi, si vous voulez les revoir, d'ici une dizaine ou une quinzaine de jours. Merci à vous, bonne soirée.